Alors, nous disions que si jamais par hasard tu avais à faire le sujet de la page de la page Sujet 17. de la page 196 qui concerne la rédaction, où il y a le choix entre un sujet d'imagination et un sujet de réflexion, qui concerne le brevet de mars 2008 en Nouvelle-Calédonie. Il y a un sujet d'imagination. Imaginez une scène de théâtre d'environ 35 lignes dans laquelle Perrichon et Madame Perrichon essaient d'influencer leur fille Henriette concernant le choix de son futur mari. Vous devrez présenter ce texte sous la forme d'un dialogue théâtral, donc un dialogue de personnages, oui, qui ressemble au texte qu'il y avait avant, entre les trois personnages. Donc il n'y a pas deux personnages, il y en a trois. Ah oui, il y a Madame Perrichon et Henriette, c'est la suite de la pièce, où ils se rencontrent et ils vont décider s'ils choisissent Daniel ou Monsieur Armand. Et Henriette va dire lequel elle préfère. Et il faudra introduire quelques didascalies. Alors les didascalies, c'est ces petits éléments qui permettent, lorsque l'on met en scène, alors l'auteur en met ou n'en met pas. C'est ce genre de choses. Arlette, la sœur d'Ardel, entre dans le salon. L'auteur en souriant. L'auteur soupirant. Arlette s'agaçant. Ça précise comment doit être l'acteur sur scène. Il faut préciser. Il prend violemment la cruche. Il sourit vers le... Préciser son comportement avec des mots. Oui, ça permet comme ça de savoir comment est-ce qu'il doit jouer sur la scène. Ardel vindicative. L'auteur à Arlette, donc on sait à qui il va s'adresser. Arlette fronçant les sourcils, ça permet de savoir quel est le comportement qu'ils peuvent avoir sur la scène. Et ensuite, des phrases un peu plus longues, Ardel quitte la pièce avec sa sœur, jetant à son mari un regard furieux. Ça met une sorte d'ambiance. Ça, c'est les didascalies. Donc là, toi, tu penses que tu arriverais à le faire? Oui, ça. Sans problème. On a étudié l'autre jour avec une cours de français, de toute façon, de différentes rédactions possibles. Et l'autre sujet, c'est Monsieur et Madame Perrichon veulent interroger leur fille concernant le choix de son futur époux. Monsieur Perrichon semble vouloir la guider vers sa préférence à lui. Pensez-vous que les parents doivent influencer leur enfant dans leur choix, le choix de leur futur époux, épouse, les études, les achats, les lieux de vie, ainsi de suite? Vous répondrez à cette question dans un devoir organisé, illustré d'exemples précis. Donc là, il faudrait faire obligatoirement une introduction qui annonce le plan, le développement, comment tu vas organiser tes idées, et une conclusion qui rassemblerait ce que tu as trouvé et ce que tu penses en résumé du sujet. Et normalement, en conclusion, ouvrir sur une question plus importante, du style l'enfant est-il préparé à prendre des décisions, à être autonome, à être indépendant? Est-il responsable dans la société? Quelque chose de ce genre. On peut très bien organiser ça en deux parties. Non, comme d'habitude, thèse, antithèse. Oui, les parents doivent influencer. Alors ensuite, on peut influencer sous quelle forme? Est-ce qu'ils doivent donner des ordres? Est-ce qu'ils doivent obliger? Est-ce qu'ils doivent dialoguer et discuter avec l'enfant? Ou l'inverse? Non, les parents ne doivent pas du tout influencer leur enfant. C'est à eux de savoir ce qu'ils vont choisir comme époux ou épouse, quelles études ils vont faire, quels achats ils vont faire, sans que les parents interviennent en les laissant totalement libres, même s'ils font n'importe quoi. D'accord. Hein? Ok. C'est un truc de ce genre. Bon, donc ça irait. Oui, ça irait. Bon, alors on va passer à l'histoire-géographie. Tu prends du papier et un crayon. Il est sale, le truc. Bon, alors là, on va aborder des questions. Ça, on va faire un peu de géographie.
Alors c'est le sujet 10 d'un abreuvé 2012. Guadeloupe, Guyane, Martinique, septembre 2009. Série collège. Les inégalités de richesse dans le monde. Alors c'est un sujet pris au hasard, comme si c'était au hasard. Oui. Et puis tu vas y répondre. Et on va voir comment est-ce qu'on va étudier les documents. Normalement, on a des questions qui sont notées sur 8 points. Et on a un paragraphe argumenté qui est noté sur 10 points. Ce qui fait que sont en jeu Oui, je connais le pareil. la moitié, La moitié sur les questions plus parce que le paragraphe argumenté. il y a... Et maintenant, c'est plus un paragraphe argumenté, c'est une question développée sur 4 points. Oui. Donc, globalement, c'est plus ou moins le même genre d'exercice. Vous aurez toujours des questions sur les documents. Oui. Oui. Donc, il faut prendre connaissance de tous les documents en les lisant, en les analysant et en sachant lire les légendes. Donc, par exemple, là, on a le document 1, les bidonvilles dans le monde. On l'avait déjà fait celui-là, je crois. Je sais pas. Qui est un extrait de l'Atlas du monde diplomatique 2006. Le monde diplomatique, c'est une revue qui est publiée par les éditions du Monde. Oui, je connais le monde. Qui ont plusieurs genres de revues. Il y a le monde de l'éducation, le monde de la musique, le monde diplomatique et le monde en tant que tel, plus d'autres que je ne connais pas. Si on analyse ce document, qu'est-ce que tu peux en dire? On a la légende qui va faire parler la caste. Donc il faut que tu saches me dire, maintenant, sans aller voir les questions, quelles sont les informations que tu arrives à soutirer de... Sur la carte du monde, les ronds rouges, on voit qu'il y a population urbaine vivant dans les bidonvilles. Et que dans les ronds blancs se situent des points rouges. C'est-à-dire que c'est la population urbaine totale. Et dans la population urbaine totale, il y a la population urbaine vivant dans les bidonvilles. Et à quoi sert cet élément de la légende? Et ça veut dire que plus le cercle est gros, plus il y a d'habitants. Oui. Donc maintenant que l'on a ces deux éléments d'analyse, par exemple ici, si on prend Amérique latine et Caraïbes, le rond blanc indique à peu près quelle population? 500 millions d'habitants. Et le rond rouge proportionnellement en population urbaine vivant dans les bidonvilles. 200 millions. Oui, entre 100 et 200 millions. Donc ça veut dire que l'on a en pourcentage combien d'individus qui vivent dans des bidonvilles par rapport à la population totale? Ben on en a 500 sur 200 de toute façon, donc ça fait... 500 sur 200, ça fait combien? Ça fait 10 sur 500. Ça fait dans les 20-30%, un truc de ce genre. Si on prend ensuite ce point-là, Afrique subsaharienne, le point blanc fait cette taille. Oui. Et le point rouge fait cette taille. Donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Que la population totale est beaucoup plus petite et qu'elle fait presque la taille de la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de population urbaine qui vit dans les bidonvilles à cet endroit-là, pratiquement les 3/4 de la population totale. Oui. Si on prend l'Europe occidentale. Alors là par contre c'est l'inverse, il y a un très petit nombre. C'est-à-dire que ça n'a pas filmé depuis le début? Oui, mais ça fait rien. Normalement ça filme sans problème. Si tu l'entends se rétracter, c'est qu'il... Alors, en résumant,
On a le classement, on a vu qu'ici, dans le sujet 10 de brevet 2012, les bidonvilles dans le monde s'organisent dans l'hémisphère nord différemment de ceux dont ils s'organisent dans l'hémisphère sud. Il y a énormément de bidonvilles par rapport à la population dans des régions comme l'Inde, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, l'Asie. Par contre, par rapport à la population, une proportion de bidonvilles qui est moindre dans l'hémisphère nord. Ce qui, de nouveau, caractérise le fait qu'il y a une grande différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Dans certains cas, il y a presque autant de bidonvilles, de populations qui habitent dans des bidonvilles, que de populations en tant que telles, comme en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne le document 2, tout est organisé par rapport à un processus décroissant qui classe le PIB par habitant en dollars, les États-Unis jusqu'à Haïti, qui est le pays le plus pauvre, puisqu'on divise la masse de richesse de chaque pays par le nombre d'habitants, ce qui ne reflète pas la richesse réelle. L'espérance de vie et dépenses de l'État qui suivent proportionnellement la richesse globale de chaque pays et la distribution du PIB. Puis on nous fournit un nouvel indicateur, le nombre de postes de télévision pour 1000 habitants. Alors qu'est-ce que ça permet de savoir par rapport à une population quand on travaille sur les inégalités de richesse dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on utilise comme référence le nombre de postes de télévision pour 1000 habitants? Qu'est-ce que ça permet de savoir? La consommation d'énergie. Non. Oui, ça rentre en jeu, c'est-à-dire que ça va permettre de savoir s'il y a consommation d'énergie, ça veut dire quoi? Qui est une perte d'argent. Non, non, non. Ça veut dire quoi par rapport à un pays qu'il y a consommation d'énergie? Ça veut dire qu'il y a de l'énergie, ce qui n'est pas évident. Ah, bah oui. Eh bien oui, non, mais c'est important, ça veut dire qu'on a de l'énergie que l'on pourrait... Quand tu es dans un pays pauvre, on ne va pas nécessairement utiliser l'énergie pour de la distraction. On va l'utiliser en premier pour des industries ou pour faire tourner une machine à laver ou pour le faire repasser. La télévision viendra peut-être en plus, comme un luxe. Puis si on a télévision, ça veut dire qu'on a les systèmes de communication, de techniques qui permettent de recevoir la télévision. Parce qu'il y en a certains qui pourront s'équiper avec des paraboles pour recevoir les images satellites, mais ils n'auront pas comme nous les systèmes d'antennes qui permettent de recevoir la TNT, qui permettent de recevoir la radio, la télévision de façon très facile. Il y a des régions, nous, quand on voit les grands panneaux publicitaires, vous pouvez, SFR, Bouygues couvre à 99% l'ensemble du territoire, vous pouvez téléphoner de n'importe où. Si tu vas en Algérie ou au Maroc, ou au Gabon, tu ne pourras pas téléphoner de n'importe où. Tu n'as pas la couverture que nous avons chez nous. La 3G+, tu ne l'auras pas en Chine. Oui. C'est pas couvert, c'est pas distribué. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on voit qu'il y a 938 postes de télévision pour 1000 habitants aux États-Unis? Cela veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah non, c'est l'inverse. On a 1000 habitants, c'est-à-dire hommes, femmes, jeunes, vieux. Ah, si on compte les enfants aussi, c'est qu'il y en a pratiquement pour toute la population. Mais il y en a pour toute la population puisque les enfants ne sont pas forcément censés. Voilà. Je regarde si le machin. Donc ça veut dire que quasiment n'importe qui a un poste de télévision. Qu'il soit petit de 4 ans ou qu'il soit vieux de 90 ans, tous ont quasiment un poste. Si on passe à la Grèce, 519. Ça veut dire qu'il y a la moitié des habitants qui en ont. Donc il y a un poste de télévision pour 2 habitants. Oui. Ce qui est relativement important. Oui, ça va. Argentine, qui a 3 fois moins, voire entre 3 et 4 fois moins de revenus que les États-Unis, 325. Là, ça veut dire qu'il y a à peu près un poste pour 3 habitants. Et quand on va en Haïti, 6 pour 1000 habitants. Là, c'est relativement peu.
Donc C'est rien du tout. voilà, ils ont quasiment pas. Alors comment ils font pour aller à la télévision s'il y a 1000 habitants et qu'il n'y a que 6 postes de télévision? Je sais pas, ils se réunissent tous à un endroit où il y a un poste de télévision. Oui, ils font des sortes de réunions collectives où quand il y a un match ou quand il y a une émission, ils se mettent tous à plusieurs, à 10, 20, 30, 40 dans une pièce pour regarder l'émission. Mhm. Donc ça permet Et comment ça se fait qu'il n'y en ait que 6? C'est pas qu'il y en ait que 6, c'est que si par exemple il y a 10 millions d'habitants en Haïti, on va avoir 600 ou 6000 postes de télévision, mais qui seront chez des riches, qui seront chez des gens qui en ont les moyens, qui seront dans des écoles. Ils ne seront pas partout, on ne les trouvera pas aussi facilement que chez nous. Mhm. Nous, chez nous, ce qui est rare, c'est de ne pas trouver un poste de télévision chez quelqu'un. Mhm. Eux, chez eux, ce qui est rare, c'est d'en trouver un. Puis ensuite, il faut qu'ils puissent recevoir les émissions. Donc il faut qu'ils aient le câble ou il faut qu'ils aient une parabole. Ce qui coûte de l'argent, vu les revenus de la population, qui sont de 2000 $ par an, D'accord. par habitant. Bon, et normalement, ce chiffre-là est gonflé. Ils doivent toucher dans les 500 $ par an, au minimum. C'est-à-dire l'équivalent de 500 €. Mhm. C'est-à-dire que quand on sait qu'un poste de télévision coûte entre 240 et 300 €, ça doit représenter pour certains habitants, certaines familles, un an de travail. Donc ils ont autre chose à faire que de s'acheter un poste de télévision. Ensuite, il y a un autre point qui est abordé, la consommation électrique en kWh par habitant. 13 351 kWh par habitant aux États-Unis, 30 en Haïti. Ça veut dire quoi? Euh, Pourquoi est-ce qu'ils consomment autant? Pourquoi est-ce qu'ils consomment si peu? Parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens. Oui, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu. Ils sont extrêmement dénudés. Ils n'ont pas la machine à laver, la machine à laver la vaisselle, le fer à Ah retoucher, oui. l'aspirateur. Mais ils n'ont pas non plus les Ils n'ont pas nécessairement postes de télévision, donc déjà ça fait. ils n'ont pas les postes de radio, ils n'ont pas les chaînes IFI, ils n'ont pas nécessairement les routes et les rues qui sont équipées avec des ampoules électriques qui éclairent les rues. Ils n'ont pas les devantures de magasins avec des devantures qui sont éclairées. Ils n'ont pas l'équipement électrique dans toute la maison. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu dans le livre là, que tu as étudié durant l'année, Driss. Euh... Oui, oui, je vois. Tu vois? Oui. Bon. Tandis qu'à l'extrême, aux États-Unis, il y a tout l'équipement. La civilisation de la mer, c'était. Voilà. À l'extrême, aux États-Unis, ils sont surchargés. C'est-à-dire que tu peux avoir une famille de 5 personnes ou 6 aux États-Unis. Tu rentres dans la maison, le papa a sa télévision, la maman a sa télévision, le fils a sa télévision et les autres enfants ont leur télévision. Ils ont tous leur console et leur truc de jeu personnel. Ils ont tous un ordinateur sur lequel ils vont se connecter, travailler et jouer. Ils ont tous une chaîne IFI, ils ont poste de radio, la maman a machine à laver la vaisselle, tout l'équipement, table de cuisson, gazinière, cuisinière, chauffage électrique, climatiseur, sèche-linge. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des ampoules dans toutes les pièces, des prises électriques. Tout va fonctionner, les portes de garage qui s'ouvrent électriquement, tout ce genre